Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma petite top, mon petit review de Bloomborough pour le DC, le top carte DC. Je sais pas si ces cartes vont spécifiquement être jouées ou quoi en DC, en tout cas je les juge jouables, ça dépend les stratégies évidemment. Et le but c'est surtout d'en parler, voilà, que dans les commentaires vous me disiez aussi ce que vous en pensez. Si vous pensez que j'ai loupé des cartes qui peuvent être intéressantes, etc. Les cartes très précises qui vont que dans certaines synergies, j'avoue que je suis sûrement passé à côté parce que je connais pas spécialement comment fonctionnent toutes les decklists de Duel Commander. Il y en a énormément, mais les principales, je les connais, donc je me base là-dessus pour vous faire ce petit top. Je vais essayer de vous le faire à chaque extension, je vous en avais parlé un petit peu notamment sur Twitch, donc si jamais ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et en plus à lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir, notamment que si vous lâchez un petit commentaire, que vous avez mis le petit pouce bleu et que vous êtes abonné, vous pouvez remporter un petit booster Bloomborough, et ça fait plaisir. Voilà, tiré au sort parmi les commentaires, je vous répondrai directement dans les commentaires YouTube pour vous dire si vous avez gagné. Enfin, à celui qui a gagné, je lui dirai qu'il a gagné du coup, et ensuite il recevra son dû chez lui, ça fait plaisir. Voilà, voilà. On remercie également Play-in by Magic Bazaar et Ultimate Guard. Lien d'affilié Ultimate Guard dans la description, vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos petits achats, ça vous régale, oui, et ça nous soutient, merci à tous. Et code label carte sur Vogt si vous voulez nous rejoindre, c'est directement dans la description que ça se passe. On appli de vente aux enchères en live, sur lequel on live 5 fois par semaine, du dimanche au jeudi à 18 h. Box break et carte unité, MTG et d'autres TCG, n'hésitez pas à venir, ça fait plaisir, surtout avec le code label carte qu'on remercie, puisque c'est elle qui offre le booster, évidemment, dans les petits commentaires. On commence cette review du coup avec le conservateur à l'œil perçant. J'ai pas fait de classement ou quoi, parce que c'était un petit peu compliqué de dire quelle était la meilleure carte. C'est surtout intéressant de savoir si ça avait été joué et pourquoi. Conservateur à l'œil perçant, du coup, c'est une 3-3 pour 2 qui a des types oubliables, hein, raton laveur et éclair, on s'en fout. Tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes exilées par le conservateur à l'œil perçant, il gagne +4/+4 le piétinement, c'est pas mal. Et pour 1, on exile une carte ciblée d'un cimetière. Ça va rappeler le immense nécrophage à pas mal de gens. La différence, le body de base est bien meilleur, c'est une 3-3. Pour seulement 2 mana, donc les stats par rapport au coût de mana, c'est très bien. Par contre, c'est 2 mana verts, donc ça peut être un petit peu délicat à jouer. Dans les decks comme Slimfoot, pas trop, parce que c'est assez simple d'avoir 2 mana verts autour d'eux, c'est très fréquent. Dans d'autres decks plus gourmands, même à partir des bicolores, ça peut être un petit peu compliqué, ça dépend si vous avez une base verte ou pas dans votre deck. Différence avec le limon, ça ne fait pas gagner de points de vie et il ne va pas grossir à chaque chose que vous allez exiler, mais en fait il faut exiler 2 créatures pour être plus fort que ce conservateur, alors que là le conservateur il est de base plus fort que le limon ou aussi fort sans avoir rien exilé. Donc sur une stratégie agressive on est quand même meilleur pour le conservateur et il peut devenir 7-7 piétinement. Combien de fois dans mes games j'ai eu des limons qui grossissaient et voilà, c'est tout. Alors on lui demande pas de mettre des phases d'attaque au limon, mais c'est vrai que si on peut enclencher l'adversaire avec le limon, ce serait quand même plus sympa. Et ben là le conservateur il peut, puisqu'il aura le piétinement à force si on arrive à exiler 4 types. C'est pas très dur, hein, sachant que la plupart des joueurs vont avoir éphémère, terrain et rituel au cimetière. Il vous suffit de trouver un 4e type, enchantement, créature, enchantement pardon, planeswalker, rituel, voilà, vous voyez quoi. Mais éphémère, créature et terrain, c'est un peu la base de tous les decks, enfin il y en a dans tous les decks, donc ce sera pas trop dur à trouver à mon avis avec ce conservateur. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, c'est une bonne base d'agression, je sais pas si ce sera joué, mais en tout cas c'est intéressant. La recrue Pat Lopin, alors ça c'est pas une carte très puissante, mais c'est un bon tour 1, et c'est ce qui manque en DC pour faire des bons decks agressifs, ou même un peu mid-range bagarre, c'est des bons tours 1, on n'en a pas assez, on en a de très bons, mais pas assez, ils ne se valent pas tous, et le problème quand vous avez beaucoup de tours 1 avec des niveaux d'agressivité différents, avec des niveaux de cartes différents, bah, c'est que vous allez faire des sorties tantôt avec vos meilleurs tours 1, tantôt avec des tours 1 moins bons, et du coup bah, les sorties agressives, pas ouf. Ce recrue Pat Lopin il est très bien, c'est une 2-1, piétinement pour 1, c'est-à-dire que même s'il est chum bloqué, il va mettre ses petits points de dégâts, même s'il se fait bloquer par une 1-1, et ça fait plaisir. Et en plus il a la progéniture, gros avantage pardon, pour un tour 1, c'est qu'il peut se jouer plus tard pour faire des trucs cool. Progéniture 2, on va créer une copie de lui 1-1, donc 1 piétinement, vous allez dire, bah, c'est pas fou. Oui, mais surtout, c'est son deuxième effet qui est intéressant. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, on met un marqueur sur une créature ciblée que vous contrôlez autre que cette créature. Et oui, parce que si on vous fait un chibet dessus ou vous la ciblez elle-même avec un marqueur, bah, ça sert à rien, elle est quand même morte.
Donc cette recrue Patlopin, j'y crois, ça peut faire des trucs très sympas, notamment Fury qui est une carte très jouée en duel commander. Quand vous allez cibler les créatures, boum, ça va mettre plein de marqueurs avec la recrue Patlopin, donc ça peut faire des chocs à pic. Pourquoi pas? En tout cas, le tour 1 est intéressant. C'est un drop 1 qui a 2 de patates, qui a le piétinement, qui peut se curver au tour 1 et au tour 3 pour faire des trucs. C'est bien. Voilà, on aime bien le Patlopin. Guide boîte délicat, ça je suis pas sûr que ce soit joué, très honnêtement, mais c'était suffisamment intéressant pour que je vous en parle. C'est une 2-2 pour 2 qui a la progéniture également, il est opossum et druide, donc ça veut dire que si on paye 4, on a lui en 2-2 et une copie 1-1 de lui-même, et il a du coup 2 capacités. La première c'est de jeter un mana de la couleur de notre choix, ça fixe et ça fait ramper, c'est pas mal, mais on n'aime pas trop avec les tours 2, on préfère avec les tours 1. Et deuxième capacité, ça par contre c'est bien, enfin c'est pas mal que ce soit sur un tour 2, c'est qu'on peut mettre un marqueur +1/+1 sur cette créature en l'engageant. Et du coup, votre petite 1-1 que vous avez fait avec la progéniture, elle a la même capacité. Donc soit pour 4, vous allez avoir 2 bêtes rampées de 2, donc vous allez avoir accès à un drop 6 ou 7 le tour d'après, soit pour 4, vous avez une 2-2, une 1-1 qui vont grossir, donc vous aurez une 3-3, une 5-5, parce que vous pouvez bloquer avec, une fois que vous avez passé un tour, hein, évidemment, bloquer avec, puis activer la capacité pour avoir des marqueurs. Donc une 3-3, une 2-2, ça fait 5-5 de body, pardon. Donc c'est pas mal, ce guide bois délicat. Je suis pas sûr hein, qu'on ait la place pour le jouer quelque part, mais c'était suffisamment intéressant, notamment la progéniture, pour vous en parler, parce que souvent les tours 2 ou les tours 1 d'accélération, une fois qu'on a passé le tour 1, le tour 2, c'est pas ouf. Lui, il va grossir tout seul, il va faire son petit bonhomme de chemin tranquillou, il va pouvoir bloquer et grossir, puis ensuite attaquer. Et si on a besoin, ça nous fixe dans des formats où il y a des trucs comme Blood Moon. C'est vrai que c'est pas dégueu d'avoir un tour 2 qui fait la mana de la couleur de notre choix. Pourquoi pas? Je sais pas exactement dans quel deck on le mettrait. Quand j'ai une idée, je vous le dirai dans ce top. Quand j'ai pas d'idée, je ne vous le dis pas, évidemment. Port-Fontaine, un petit terrain, ça c'est un terrain que j'ai trouvé très intéressant, je l'ai eu joué notamment en AP, bon ça n'a rien à voir avec du DC mais du coup j'ai pu un peu voir ce que ça donnait, et c'est très cool, c'est un terrain qui fait de l'incolore, qui arrive dégagé, bien, et il a 3 capacités, en plus de faire du mana. Pour 2, on peut l'engager pour sacrifier un jeton et piocher une carte, pour 3, on peut l'engager et payer un point de vie pour créer un jeton 1-1, ou pour 4, on peut l'engager, créer un jeton trésor. C'est hyper intéressant parce que ça peut amener du fixing ou de la rampe avec le côté trésor, un peu cher mais sait-on jamais, dans certaines games, vous pouvez utiliser votre mana comme ça. Pour 3 mana, sinon vous pouvez faire une créature et payer un point de vie. Donc ça c'est pas mal, c'est une créature qui peut bloquer, contrairement à ce que peut faire Mirax par exemple. Donc c'est intéressant. Et un tour sur 2, du coup vous pouvez créer un poisson, sacrifier le poisson, piocher. Donc ça vous fait un terrain qui est un tour sur 2 pour 3 plus 4 mana, donc 7 mana, mais en 2 tours, vous faites piocher une carte. Ça n'a pas l'air fou dit comme ça, mais ça peut très bien marcher dans des stratégies jetons, typiquement, puisque la deuxième capacité, enfin la première, qui ne fait pas de mana, de sacrifier un jeton pour piocher une carte, on pourrait s'en servir assez facilement dans beaucoup de decks. Il y a beaucoup de decks qui font des jetons, même sans faire exprès. C'est pas forcément la mécanique, genre un deck comme Gut, la mécanique n'est pas jeton, mais tu vas faire des jetons avec ton Gut, et du coup tu pourrais recycler par exemple les jetons que tu créais pour piocher une carte. Alors, pas forcément les squelettes, mais les autres trucs, quoi, tu connais. Donc voilà, je me dis que cette carte, elle pourrait rentrer dans pas mal de decks. Même un deck contrôle, en vrai, qui serait bicolore, il a envie peut-être d'avoir un petit Port-Fontaine. C'est un land utilitaire, ça peut lui faire des petites bêtes pour bloquer. C'est pas dégueu, ça peut faire plein de trucs, ce petit Port-Fontaine. Ensuite, on a le lièvre gaillard que vous avez vu sur la miniature ou juste en fond. Ça pour X, c'est une carte du pack Commander. J'ai dit Bloomborough, mais je prends Bloomborough le standard et Bloomborough les packs Commander. J'essaie de trier aussi maintenant les cartes Commander. Il y en a énormément qui sortent à chaque extension, donc je peux en louper. N'hésitez pas à le dire en commentaire encore une fois. Pour X et 2 mana, on a une 1-2 Voracité. Cette créature est avec X marqueur +1/+1 sur elle. Si X est supérieur ou égal à 5, piochez une carte quand elle arrive. Donc en late game, voilà, ça fait piocher une petite carte, c'est sympa. Et à chaque fois que le lièvre gaillard attaque, on va créer un nombre de jetons créature 1-1 blanc lapin égal à la force du lièvre gaillard. Donc si simplement on le joue en tant que tour 2, on va créer un lapin 1-1 quand on va attaquer après. C'est un peu mignon, mais c'est un générateur de tokens. Mais ce qui est intéressant, c'est la voracité. Pour X égale 1 ou 2, donc un drop 3 ou 4, on va avoir une 2-3 ou une 3-4 qui va créer pas mal de jetons dès qu'il va attaquer. Et en late game avec voracité, on peut piocher même une petite carte avec. Ça, je pense que c'est réservé à des decks qui auraient pas beaucoup de moyens de générer du board ou qui jouent pas beaucoup de couleurs, potentiellement des mono blancs ou quoi. J'ai trouvé la carte intéressante, je sais pas si on va la jouer vraiment. Encore une fois, j'ai l'impression de dire ça avec toutes les cartes, hein, mais voilà, je me répète un peu. Mais lièvre, parce que je dis ça parce qu'il y a des cartes, je suis sûr qu'on va les jouer. Lièvre gaillard, je trouvais ça intéressant parce que c'est un générateur de tokens qui en plus, même si vous ne l'avez pas payé avec un coup de voracité, juste à x égale 0, vous pouvez lui mettre des marqueurs ou alors le buffer autrement pour faire pas mal de lapins.
Et mine de rien, en Duel Commander, quand vous mettez beaucoup de board rapidement, ça vous met un avantage assez serein, sauf quand vous jouez contre un deck combo qui s'en fout de votre board, pour le coup. Encore que vous lui mettez la pression, donc il s'en fout pas tant que ça. Prochaine carte, Kitsa, l'élite de trou de balle. Pour 2, on a une 1-3 vigilance, prouesse, loutre et sorcier. Très bon type sorcier quand il y a flamme d'Adam dans le format. On peut l'engager pour piocher une carte puis défausser d'une carte. Un looter classique, cette loutre, un lootreur, j'ai envie de dire. Et pour 2, on peut l'engager, copier un éphémère ou rituel ciblé qu'on contrôle. On peut choisir une nouvelle cible pour cette copie. On l'active que si la force de Kitsa est supérieure ou égale à 3. Si on a lancé un sort, le deuxième sort que vous lancez, pendant qu'il est encore en pile, il y a le trigger de prouesse, elle passe à 3 de force, et du coup on peut utiliser sa capa pour copier. Donc il suffit de lancer 2 sorts pour activer sa capacité, ce qui est quand même pas mal, même si elle coûte 2, ça peut être un peu cher. L'essentiel c'est qu'on donne 1-3 pour 2, vigilance, prouesse, ça peut mettre quelques nions, ça peut bien bloquer, c'est un looter, un lootreur, donc voilà, que demander de plus, un super tour 2. On a envie de jouer ça dans des decks un peu tempo, genre à la AirTie, je pense qu'un Kitsa ça peut être tentant, même si tour 2 t'as envie de rester up, peut-être de jouer une bête flash ou quoi, mais t'as un looter qui va te permettre de creuser dans les trucs, parce que des fois avec AirTie, quand vous n'avez pas la combo au tuto, vous êtes un petit peu cunu rapidement face à l'adversaire, donc avoir un looter qui est en plus une bête qui peut bloquer aggro, c'est pas dégueu. Il y a d'autres decks aussi qui pourraient s'en servir, éventuellement des decks comme Tamiyo Tempo, les versions plutôt Tempo, pas forcément Simic, hein, mais juste Tempo, ça peut être sympa. Tous les decks IZ qui ont envie de lancer un peu des sorts, c'est cool. Pourquoi pas jouer cette Kitsa, en tout cas il y a plein de bons arguments pour la rentrer dans certains decks. Giration de sorts, ça je pense que beaucoup de gens sont passés à côté, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. On aime bien les piocheurs à 4 en Duel Commander, parce que ce sont souvent rapport mana investi, carte piochée, de très bons sorts. Là on a une gération de sorts qui pour 4 en éphémère nous permet de choisir l'un, soit contrecarrer un sort ciblé, soit surveiller 2, puis piocher 2 cartes. Évidemment contre un sort ciblé pour 4 c'est très cher, alors qu'on pourrait le faire pour 2 mana bleus seulement, voire même moins, suivant le spell en Duel Commander. Sauf que là, en fait, c'est sur un piocheur, et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. On a surveille 2, piocher une carte. Surveiller, en plus, c'est mieux qu'un regard, je trouve, parce qu'on met au cimetière, ce qui nous permet de nourrir un éventuel Snapcaster Mage, ou simplement de nourrir le cimetière, si on a une stratégie avec, ou quoi. Bon, par contre, on ne la revoit pas si jamais on a besoin de l'avoir dans le deck, donc ça, faut faire attention. Et piocher 2 cartes, donc c'est pas mal. On peut voir 2, puis si on les met au cimetière, 2 cartes, on peut voir 4 cartes maximum. Et sinon, c'est pas que un piocheur, c'est pas que la carte que tu attends au bout d'un moment, ah, je la cale. Tu peux aussi arriver à un stade où tu te dis, bah là, j'ai pas trop de cartes en main, donc s'il me joue une dinguerie, je joue ma gération de sorts, je contre le sort et on est safe. S'il me joue pas de dinguerie et qu'il me laisse un peu vivre, je vais plutôt piocher des cartes pour trouver de la value et faire des trucs. J'ai trouvé ce sort intéressant, je pense que des decks qui jouent pas beaucoup de couleurs en jouant contrôle pourraient être intéressés par cette gération de sorts. Je pense que typiquement Atraxa, il n'y a pas la place de rentrer ça, mais un deck comme Tivit ou un deck White Control ou Dimir Control, ça pourrait avoir envie de jouer cette gération de sorts. Ça fait vraiment deux choses que normalement on ne fait pas. Enfin, c'est assez rare les sorts qui font et piocher et contrer. Normalement, en fait, les sorts qui contrent et qui permettent de piocher, ils permettent pas de piocher bien, entre guillemets. Ou alors, c'est un coup particulier, comme le charme de l'archimage, mais c'est 3 mana bleus, donc c'est un peu compliqué suivant le deck. Là, c'est pas très dur à caster. On va avoir un bon piocheur à 4, hein, très honnête, un mauvais contre-sort, mais en fait, c'est un bon piocheur à 4, enfin un piocheur à 4 honnête qui peut être un contre-sort. Donc, c'est ça qui rend le truc intéressant. Passons ensuite sur l'instructeur piège foudre. Alors je crois que j'ai trié à peu près par couleur, je sais pas, j'ai un peu cliqué au hasard quand j'ai sélectionné les cartes. Voilà, je n'ai pas fait exprès, c'est trié. Instructeur piège foudre, pour 2, on a une 1-2 loutre et sorcier qui a la progéniture 4. C'est très cher, mais c'est pas grave, puisque c'est un bon drop 2. Quand il arrive sur champ de bataille, on regarde les 4 cartes d'une shot bibliothèque, on peut révéler une carte non créature non terrain parmi elles, la mettre dans notre main, mettre il reste en dessous de la bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Si on joue le sinistre Strix, je vois pas pourquoi on jouerait pas l'instructeur piège foudre. Alors ça ne fait pas la même chose, attention, le Strix, il a 2 types, ce qui peut être intéressant, il a le vol et le contact mortel. Et c'est piocher une carte stricte, donc ça veut dire qu'on peut piocher un land, alors qu'avec cet instructeur, on ne pourra pas trouver de land. Par contre, cet instructeur, il a un body 1-2, ce qui fait que sur le sol, il peut quand même résister un petit peu, et que tout de même chum bloqué, même s'il ne tradera pas. Et son deuxième avantage, c'est qu'il va vous trouver quelque chose. Vous le jouez dans des decks évidemment où vous ne jouez pas que des créatures et des terrains, sinon ça ne sert à rien. Mais il va vous trouver très certainement quelque chose, voire même, si votre deck est construit suffisamment bien, avoir de la sélection. Et du coup, un drop 2 qui va prendre un petit chum block ou juste avoir une présence sur le board et vous permettre d'avoir une sélection suivant ce que vous cherchez, c'est cool. Et deuxième effet qui est cool, s'il n'avait pas la progéniture, je suis pas sûr qu'il rentrait dans le top, mais c'est qu'en late game,
bah, c'est un bon top deck où vous vous dites juste bah, progéniture 4, donc pour 6 mana, j'ai 2-1-2, enfin j'ai une 1-2, une 1-1, je vais regarder 2 fois les 4 cartes du dessus, prendre un truc. Donc en fait pour 6 mana, vous faites 2 body, vous piochez 2 cartes parmi les 8 cartes du dessus. C'est quand même fort. C'est un rituel certes, mais c'est quand même fort. Donc j'aime beaucoup cette carte et j'aimerais beaucoup qu'elle soit jouée dans les decks en jeu de commandeur. Je ne sais pas où enfin je ne sais pas où est-ce qu'elle finira par être jouée, mais à mon avis elle va être jouée. Larcin de Vilgriffe, ça va en étonner certains, parce que ça a l'air d'être une carte de merde, mais en fait je trouve ça hyper intéressant. Ça c'est vraiment pour les decks mono noirs pour le coup, je pense que ça intéressera pas beaucoup d'autres packs. 2 mana noirs, Larcin de Vilgriffe, on peut faire cadeau d'une carte, donc on fait piocher l'adversaire pour avoir un effet bonus. C'est-à-dire, ah, vous allez faire piocher l'adversaire en DC, mais il est fou, arrêtez, j'ai coupé le son, j'ai arrêté de regarder la vidéo. Non, regardez un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Un adversaire ciblé révèle sa main. Vous y choisissez une carte non terrain, exilez cette carte. Si le cadeau a été promis, vous pouvez lancer cette carte tant qu'elle reste exilée et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour la lancer. Ça veut dire qu'on va faire l'effet de discard de base. 2 mana, on va regarder, on va enlever un truc non terrain, l'exiler. Exiler, c'est plus fort que défausser. Donc ça, c'est pas mal. Et dire, ouais, mais est-ce qu'on prend le risque de lui faire piocher une carte pour pouvoir jouer la carte, sachant qu'il faut payer le coup? Alors, suivant ce que vous affrontez, j'ai envie de vous dire oui, parce que c'est du duel commander, donc en fait, la carte que vous allez faire piocher, il y a de grandes chances qu'elle n'ait rien à voir avec ce que vous allez lui enlever. Donc, en fait, comme c'est que du one-off, il y a de grandes chances que dans tous les cas, vous allez faire un changement dans sa main. Vous pouvez pas lui faire piocher un multiple quand on les formats en x4 par exemple. Donc, il n'y a pas trop de risque. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ça pour ceux au fond de la salle qui n'écoutent pas? Ça veut dire que vous pouvez vous en servir, cette discard, quand l'adversaire n'a plus de carte en main. S'il n'a plus de carte en main, une discard, ça ne sert à rien. Combien de fois vous avez pioché une saisie dépensée ou une acquisition de Kozilek alors que le mec était au top deck? Nul. C'est nul, nul, nul. C'est nul, Anne. Sauf que ça, comme vous allez résoudre le faire cadeau d'une carte avant le texte de la carte, quand vous allez payer vos 2 mana, c'est écrit, hein, si vous faites ainsi, il pioche une carte avant ses autres effets. Il pioche sa carte alors qu'il n'a plus rien, vous regardez la carte qu'il a piochée, vous la choisissez, elle est exilée et vous allez pouvoir la jouer. Donc en fait, c'est une discard qui peut être jouée plus tard, ce qui est très cool. Par contre, on peut choisir qu'une carte non terrain. Donc si jamais il pioche un terrain, bah pour 2 mana, vous l'avez fait juste piocher un terrain. Mais en même temps, une discard, s'il n'a plus de carte en main, c'est de toute façon nul. Donc prendre le risque de juste lui faire piocher un terrain pour 2 mana et rien d'autre, c'est quand même un pari, je pense, qui se prend. Vous avez de grandes chances, il y a plus de cartes actives que de terrain dans un deck, donc vous avez de grandes chances de toucher quand même une carte active. Et ça vous permet peut-être de voler un truc cool. En fait, c'est comme si vous piochiez la carte au-dessus de son deck pour 2 mana. Donc c'est pas mal. Et si jamais c'est en late game, généralement c'est plutôt mid-late game vu qu'il a plus de carte en main, bah ça vous permet de tout de suite la jouer éventuellement. Et ça c'est très bien. C'est très très bien. Je sais pas. Je vais pas le redire. Je sais pas si quelqu'un d'autre que Mono Noir pourrait jouer ça. À mon avis, non. Mais les decks Mono Noir sont un petit peu plus populaires qu'avant. Donc, je me dis que sur l'Arcin de Vilgriffe, il peut peut-être rentrer une petite place. Parce que c'est vrai que des fois, on a envie de jouer énormément de discard. Mais en même temps, la discard qui est plus très bon à partir du milieu, fin de partie, c'est un peu chiant. Là, c'est tout le temps bien. Augure Sombre Étoile. Ensuite, pour 3, on a une 2-3 progéniture qui est la meilleure rare. Selon le nom d'ailleurs du set, objectivement sans prendre en compte les synergies éventuelles, etc. Juste la carte seule est très bien parce que pour 3 on a une 2-3 vol qui fait Bob au début du tour, on révèle la carte du dessus, on met la carte dans notre main, on perd un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana, et ça a la progéniture, donc ça veut dire qu'on peut payer un mana noir pour avoir une 1-1 vol en plus, qui a le même effet. Donc tous les tours vous allez piocher votre carte, et vous allez piocher, enfin juste avant de la piocher, vous allez révéler 2 fois la carte du dessus pour la mettre dans votre main. Les 2 triggers sont séparés, donc vous faites d'abord révéler, mettre, et ensuite vous piochez votre carte. Donc vous piochez 3 cartes par tour. Certes, ça vous coûte des points de vie, sauf que si vous avez un deck locker, ce qui sera le cas si vous jouez des effets comme ça, vous allez en moyenne prendre, le CCM moyen de votre deck, ça va être 1,82 maximum. Donc ça veut dire que vous allez prendre 2 points de vie par carte, ce qui est le prix de piocher une carte en noir. Des fois vous allez prendre 0 parce que vous allez avoir des terrains. Des fois vous allez prendre un peu plus, ça dépend, mais en moyenne ça devrait être environ 2. Donc ça veut dire que vous perdez 4 points de vie par tour pour piocher 3. Ces augures Sombre Étoile, vous pouvez peut-être les sacrifier, les envoyer se faire trade, ou alors bloquer avec si besoin. Vous n'êtes pas obligé de jouer la progéniture, vous pouvez simplement jouer pour 3 mana, et c'est un 2-3 fly, donc ça prend les airs, ça va mettre des petits points, c'est un body qui est très correct. J'aime beaucoup la carte, je pense qu'en DC c'est très jouable dans plein de synergies. Le Fouet de Vigne iridescent, encore un bon tour 1, ça fait plaisir, il y a beaucoup de bons tours 1 dans Bloomburrow, ça va aider le duel commander qui en manque cruellement. 1-2 pour 1, lézard et assassin, ça peut être intéressant, le type lézard et le type assassin. Progéniture 2, vous commencez à connaître ce que ça fait. Et en touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature inflige une blessure à un adversaire ciblé. On a un tour 1 qui est un petit peu aggro, pas tant que ça, mais au moins il a 2 de défense, c'est pas mal. Donc il peut aussi
contenir un peu l'agression adverse potentiellement, et qui va faire pas mal de points à distance, parce que si vous continuez à curver en le jouant tour 1, généralement ça va être le cas, vous allez mettre 1, 2, 3 points, 4 points, si on monte à 5 mana, ça dépend les games, donc c'est pas mal. Si n'importe lequel de vos terrains que vous landez est un fetch, ça marche 2 fois. Mettez le fetch, vous mettez un point, sacrifiez le fetch, vous remettez un point. Donc, si vous jouez plusieurs fetch derrière, ça met encore plus de points, ce fouet de vigne. Et s'il arrive plus tard dans la partie, vous allez moins lander. Sauf que comme vous avez la progéniture dessus, vous pouvez payer 3 pour en avoir 2, et donc ça va doubler vos effets de land, donc ça compense le fait qu'il arrive tard. C'est vraiment très bien pensé pour le coup, et je pense que les stratégies un peu agressives qui ont du noir ont très envie d'avoir un petit fouet de vigne qui se balade pour mettre les points à distance, parce que quand l'adversaire ne le gère pas, ou alors si vous faites progéniture, il peut pas trop le gérer parce qu'il y a 2 bêtes, c'est un peu chiant. Chaque land que vous piochez, c'est 2 points de dégâts si vous en avez 2, ou 1 point minimum, mais du coup vous grignotez comme ça l'adversaire, et vous pouvez le finir assez aisément comme ça si vous n'arrivez pas à passer par le board. La vipère putre-gueule ensuite, alors ça, je mouille un petit peu le maillot là pour vous en parler parce que ça a l'air un peu d'être une carte un peu pérave, mais il y a des stratégies à mon avis qui peuvent très bien l'utiliser, ou alors des stratégies qui naturellement peuvent l'utiliser sans trop de build, des trucs un peu Rakdos ou Orzhov ou Mardu peuvent s'en servir typiquement. Pour 6, on a une 6-6 qui, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, nous permet de sacrifier n'importe quel nombre de permanents non-terrain. Donc ça marche très bien avec typiquement les tours 1 qui crée un permanent non-terrain, donc, et puis qui a un vol d'arène. C'est un 1-1 qui en plus crée un token blood, donc ça marche bien. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque permanent sacrifié de cette manière. Donc ça peut facilement coûter 3 cette histoire. Et à chaque fois que la vipère putre-gueule arrive ou attaque, mettez un marqueur gangrène sur elle, puis pour chaque marqueur gangrène sur elle, chaque adversaire perd 4 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non-terrain ou ne se défausse d'une carte. On peut, dans pas mal de stratégies, rapidement avoir une 6-6 pour pas cher. Je pense que si on la paye 3 ou 4, c'est déjà très suffisant, il n'y a pas besoin de la payer que 1. Si vous la payez 4, c'est une 6-6 pour 4 qui fait effet, tu sacrifies un truc ou tu te défausses d'une carte ou tu perds 4 points de vie. C'est ok déjà, sachant qu'elle peut coûter moins cher. Ça peut surprendre l'adversaire, ça peut lui mettre la pression de fou. Si jamais l'adversaire il n'a pas de quoi la gérer, à chaque fois qu'elle attaque, elle va prendre un marqueur. Donc en fait, elle fait son effet une fois, il ne la gère pas, vous attaquez, trigger, 2 marqueurs gangrène, tu vas devoir sacrifier 2 permanents ou défausser 2 cartes, ou l'un et l'autre, ou perdre 2 fois 4 points de vie. Ou alors il perd 1 fois 4 points de vie, il sacrifie un truc. Dans tous les cas, ça lui fait vite une pression monstre. Et elle a un ETB, donc elle se rembourse tout de suite. Hyper intéressante cette vipère putre-gueule. Si j'étais vous, joueur un peu de noir sacrifice, je laisserai pas trop traîner la vipère putre-gueule, surtout que c'est jouable aussi en multi, donc le prix risque de monter si c'est effectivement en multi. Ensuite, on a le troqueur des routes secondaires. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, donc je suis peut-être un peu biaisé sur ce qu'elle fait, mais c'est une 3-3 menace pour 3, raton laveur et gredin. C'est un bon type, ça met la pression, c'est menace, c'est cool. En plus, il a des trucs à vendre, il a l'air sympa. Moi, j'ai juste envie d'aller lui serrer la pince. À chaque fois que vous déboursez 4, c'est le moment où vous dépensez votre 4e mana pour faire quelque chose. Pas juste vous engager les terrains, vous dépensez un mana, le 4e, pour un effet, jouer un sort, peu importe. Vous pouvez vous défausser de votre main quand vous déboursez 4. Si vous faites ainsi, piochez 2 cartes. Alors débourser 4, ça désigne le 4e mana au total dépensé. Si vous dépensez 8, vous n'avez pas déboursé 4 en tout. Enfin, pas 4 et 4. C'est que la première fois que vous dépensez 4 mana dans le tour. Que vous pouvez faire avec 2 sorts à 2 par exemple, évidemment. Ça, c'est une carte qui est bien en late game, qui vous demande quand même de débourser 4. Donc quand tu es en late game, c'est peut-être pas évident, mais quand tu lances un petit spell, genre tu pioches une carte active évidemment, plus une petite capacité à côté, genre un token blood, tu payes 1 pour le sacrifier, un token indice, tu payes 2 pour le sacrifier, ce genre de truc couplé au spell que vous piochez, c'est assez simple de retrouver 2 cartes, et dès que vous avez 2 cartes en main, plus la 3e carte que vous avez piochée au tour suivant, il y a de grandes chances que vous puissiez débourser 4 encore, donc vous avez 3-4, idéalement vous allez faire land, spell, je me défausse de ma main qui est vide, mais vous pouvez vous défausser du coup d'une main vide, piocher 2 cartes. Ça peut nourrir une main agressive ou mid-range assez facilement. Ce troqueur des routes, en plus d'avoir un boutique qui agresse, ça mérite d'être testé. Je suis pas sûr de la carte, je suis pas sûr du power level, mais selon moi, ça mérite d'être testé. Ensuite, on a le griffeur à gage. Alors là, évidemment, les joueurs de Gearson, ils ont fait « Wouah, wouah, wouah !»
Et oui, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte pour vous, c'est une bonne carte pour d'autres. Pour un, on a un lézard mercenaire bon type qui est 1-2. À chaque fois que vous attaquez avec au moins un lézard, le griffeur à gage inflige une blessure à un adversaire ciblé. Ça marche avec lui-même puisqu'il est lézard, donc c'est un drop 1 qui met facilement 2, au moins un point à distance. Et pour 2, on peut mettre un marqueur dessus, l'activer que si un adversaire a perdu un point de vie ce tour-ci et qu'une seule fois par tour. Mais il n'a pas besoin, lui, de toucher. Donc vous pouvez très bien lui mettre des dégâts à distance à votre adversaire et activer pour 2. Ou bien, l'adversaire fetch, il a perdu des points de vie ce tour-ci, à la fin du tour, vous payez 2, et voilà. On l'a activé qu'une seule fois, pour ce tour-ci, sans avoir besoin de l'attaquer ou de lui faire perdre des points de vie. Donc ce petit lézard, il est très sympa, un très bon tour 1. Et s'il est pioché plus tard, il n'a pas la progéniture malheureusement, ou heureusement, ce serait peut-être un peu fort, mais il peut grossir tranquillement en attaquant ou en faisant perdre des points de vie avec autre chose, ou simplement finir l'adversaire, puisqu'il attaque, il met forcément un point, donc ça peut être sympa. Et les joueurs de Garçon évidemment sont contents, puisque c'est quelque chose qui met 3 à l'attaque et 3 en touchant, donc c'est très fort. Petite sucrerie pour l'ami Feldon. Lynx Soléchine pour 4, on a une 5-4 élémentale et chat, un bon type, enfin 2 bons types même. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie et les blessures ne peuvent pas être prévenus. Déjà, c'est 2 capacités qui sont un peu chiantes. Parce que ne peuvent pas être prévenus, ça passe outre certaines protections. Et, enfin la plupart des protections d'ailleurs, et le premier effet, quand vous jouez mono rouge agressif, ou en tout cas rouge agressif, vous n'êtes pas content que l'adversaire gagne des points de vie, donc là ça bloque ça, c'est cool. Mais on n'a pas envie de jouer des cartes qui empêchent de gagner des points de vie dans mono rouge agressif, on a envie de jouer des cartes qui sont bonnes, et qui en plus empêchent de gagner des points de vie. Dernier effet, et pas des moindres, quand le Lynx Soléchine arrive, il inflige à chaque joueur un nombre de blessures égal au nombre de terrains non bases que ce joueur contrôle. Quand vous jouez au mono rouge, c'est rare d'avoir plus de 2 terrains non bases, donc vous allez prendre 2 points de vie. Par contre, en face l'adversaire, s'il joue pas monocolore, il va prendre une petite tartine. Très souvent, même s'il respecte un peu Blood Moon, il n'aura pas beaucoup de basique, donc il va prendre 2, 3, 4 points de dégâts, puis si ça arrive tard dans la partie, le Lynx Soléchine, ça défonce totalement. C'est un drop 4, on a envie quand même de rester low curve dans les decks agressifs pour pas avoir une carte qui nous pollue la main, ou devoir jouer un compte de land un peu délirant pour pouvoir jouer ce Lynx. Mais il a de bons arguments, il a un ETB qui met des dégâts à l'adversaire, et tous les adversaires vont prendre un petit point de dégâts ou plus. Il a 2 effets statiques intéressants. Il a un body quand même que pas mal, hein, 5-4 quand t'es dans mono rouge et que t'attaques, il est pas content l'adversaire. Hein. Donc j'aime beaucoup ce Lynx Soléchine, je pense qu'il peut faire des trucs très cool. Ensuite on attaque sur les multicolores je crois, non peut-être pas encore. Si, multicolore, Gev ou Gev, je ne sais pas comment prononcer, brûleur à écailles, ça il est légendaire, je sais que ça peut être un général, mais l'intérêt c'est surtout qu'il soit dans le deck. On ne cherche pas à l'avoir en tant que commandant, il y a de très bons commandants Rakdos. Je pense que ça, c'est juste une bonne bête d'agression Rakdos. C'est une 3-2 pour 2 qui a parade, payé 2 points de vie, il est lézard et mercenaire. Donc déjà, l'adversaire, il va perdre ses 2 points de vie s'il veut le gérer, donc c'est un peu relou. Et les autres créatures qu'on contrôle arrivent avec un marqueur +1/+1, pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. Donc vous attaquez, main phase 2, vous jouez votre bête, elle a un marqueur. C'est trop bien, c'est pas les trucs que tu fais en Rakdos normalement, mettre des marqueurs sur tes bêtes. Là, Gev, il te permet de le faire, donc ça grossit, et ça te permet de curver. Donc c'est très bien. Et à chaque fois qu'on lance un sort de lézard, il inflige une blessure à un adversaire ciblé. S'il se trouve qu'on a des bons lézards qui se baladent, par exemple les 2 tours 1 que j'ai montré tout à l'heure, ça marche bien, ça peut mettre un petit point de distance en plus, et du coup le lézard arrive directement avec un marqueur, puisqu'il y a d'abord le trigger de Gev qui va se mettre en pile. Donc ça c'est cool. Enfin qui va se résoudre, pardon. Mentor attrape-orage, 1-1 pour Izette, célérité prouesse, loutre et sorcier, un bon type encore, et c'est surtout sa troisième ligne de texte qui nous intéresse. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et on aime bien en Izette avoir des créatures qui nous permettent de lancer des sorts pour pas cher. Ce mentor, il fait ça en plus d'être agressif. Donc c'est célérité prouesse, ça va mettre son petit point. Peut-être un peu plus si vous avez de quoi trigger la prouesse dans le même tour, et ça réduit le coût. Donc ça vaut le coup peut-être même de le décurver pour pouvoir jouer mentor, j'attaque et je joue un spell à 2 qui me coûte seulement 1, trigger prouesse et tout. Ça peut être sympa, c'est une stratégie vraiment Izette spell, Izette agressive, comme Adélis par exemple, qui aime beaucoup avoir ça. En plus c'est un sorcier, donc peut-être que ça aiderait Adélis à revenir, je ne sais pas, je pense pas que ce soit suffisant, mais on sait jamais. La carte en tout cas est intéressante. Si jamais, voilà, il y a un petit skin en plus, je crois, qui est Mims, voilà, le promo pack. Ça se récupère en foil assez facilement, vous gardez ça dans un coin, et un jour ce sera joué en DC, à n'en pas douter, c'est pas tout de suite. On arrive sur les cartes qui sont potentiellement des commandants jouables. Alors ça reste des bonnes cartes, hein, c'est potentiellement des commandants, on peut les jouer dans le deck. Éluge, la mer sans rivage, magnifique illustration, élémental et poisson, pour 4 mana dont 3 mana bleus. Ça jouerait effectivement dans un commandant mono bleu. Hein. La force et l'endurance des luches sont chacune égales au nombre d'îles que l'on contrôle.
En mono bleu, ça veut dire 4 quand vous le jouez, hein, globalement. À chaque fois qu'Éluge arrive ou attaque, mettez un marqueur inondation sur un terrain ciblé. C'est une île en plus de ses autres types, tant qu'il a au moins un marqueur inondation sur lui. Donc c'est une île. Et le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez à chaque tour coûte un mana bleu ou un mana incolore de moins à lancer pour chaque terrain que vous contrôlez avec un marqueur inondation sur lui. C'est quand même très rare de réduire les manas colorés des spells. Donc c'est pour ça que je le mentionne en tant que commandeur potentiel, parce que c'est fort. Éluge, c'est une 4-4 pour 4 quand elle arrive normalement, qui vous permet tout de suite de lancer par exemple un spell à 1 gratuitement. Alors c'est le premier spell effectivement, mais de toute façon vous n'allez pas lancer beaucoup comme vous castez ça. Tour d'après ça attaque, il y a une grande chance qu'elle soit 5-5, deuxième marqueur, vous allez pouvoir caster un truc à 2 gratuitement, en tout cas enlever 2 mana à vos spells. C'est très puissant, très vite, Éluge à mon avis. Je suis pas sûr qu'on puisse faire des decks combos spécifiques, puisque c'est que le premier sort, mais on peut faire des trucs peut-être contrôle avec un kill très cool en CZ. Tamiyo, évidemment, est un peu la star des decks mono bleu contrôle si jamais on voulait jouer ça. Mais je trouve qu'Éluge, ça a du potentiel. Ça a du potentiel, c'est que ça fait quand même un truc qu'on voit très rarement dans Magic, voire jamais, de réduire les manas colorés des spells. Donc voilà, à surveiller. En tout cas, on garde dans un coin de la tête, et dans un commandeur mono bleu, on pourrait jouer Éluge, évidemment, en créature, c'est pas dégueu du tout. Zoraline, meneuse du cosmos, elle est toute mignonne. Pour 3, on a une 3-3 vol vigilance, chauve-souris éclair. À chaque fois qu'une chauve-souris que vous contrôlez attaque, gagnez un point de vie. Ça marche bien avec elle-même, vous n'avez pas besoin de jouer les chauves-souris spécifiquement. Et quand elle arrive en jeu ou qu'elle attaque, on peut payer Orzhov et 2 points de vie pour réanimer une carte de permanent non-terrain avec une valeur inférieure ou égale à 3. Ça c'est cool quand on voit les decks Orzhov à base Lurus ou même les decks juste Lurus qui sont joués, qui font des trucs sympas. Zoraline, ça permet, si on la deckurve un peu ou alors tous les tours en attaquant, de réanimer quelque chose. C'est un peu ce qu'on veut faire avec Lurus. Alors là c'est fatalité, donc ça n'en revient pas ensuite. Sauf que Lurus, si on l'a en compagnon, ça réduit vachement le build. Donc on serait peut-être tenté de le mettre en commandant. Là on a Zoraline qui est une bien meilleure bête quand même. Elle n'a pas le lifelink mais elle fait gagner un petit point de vie. Mais elle a vol vigilance donc elle est dure à bloquer. Elle va pouvoir attaquer et quand même bloquer si besoin. Les petits points de vie que ça fait gagner contre des decks agressifs, c'est pas anecdotique. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Ça peut se jouer pour 3 ou pour 5, entre guillemets, pour réanimer quelque chose tout de suite si on a d'autres choses à jouer. Ce qui permet dans un deck, souvent on joue pas trop de cartes qui coûtent le même prix que notre commandant, parce que le tour où on a le mana pour payer notre commandant, on n'a pas envie de lancer un autre sort. Souvent. C'est pas tout le temps vrai, mais souvent. Bah là, Zoraline, comme on peut le payer à 3 et à 5, on va pas se priver d'avoir des drops 3, parce que des fois, on va juste jouer des tours 3 meilleurs que Zoraline, dans la situation du board actuel, et Zoraline, on va la jouer 2 tours plus tard, et réanimer le drop 3 en question. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et du coup, on a un peu l'impression de la payer à 5 avec son effet tout de suite, et ensuite, quand elle meurt, on la repaye à 5 sans son effet, avec la taxe. Mais comme si on n'avait pas eu de taxe, vous voyez ce que je veux dire? Bon, du coup, on n'a pas l'effet, mais bon, c'est assez intéressant. En plus, il y a 2-3 chauves-souris qui sont bien dans le jeu, notamment la progéniture que je vous ai... C'est l'augure, je crois. Ouais, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est chauve-souris. Ça se met bien dans le pack. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça intéressant à voir les builds que ça peut donner. Ensuite, on a évidemment l'infâme Villegriffe, très bonne carte dans les decks Rakdos, enfin à base Rakdos, et très bonne carte en tant que général. En tout cas, ça peut faire des choses un peu dégénérées. Pour 3, on a une 3-3 menace belette et mercenaire. À chaque fois qu'elle touche un joueur, on va exiler des cartes du deck jusqu'à exiler une carte non-terrain, et on peut lancer cette carte en vous défaussant d'une carte à la place de payer son coût de mana. Et on n'est pas obligé. Donc soit on exile, on trouve, c'est cool, soit ça nous plaît pas ce qu'il y a, on a plutôt envie de garder les cartes de notre main, on le caste pas. Voilà, très bonne carte dans les packs, à voir si ça arrive à faire son trou, à être joué en tant que général. C'est assez dangereux en tant que général, parce que on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus si ça touche, c'est 3-3 menaces, donc c'est facile de toucher. Ça a un body un peu capable de défendre aussi, donc c'est pas mal du tout. En jouant Rakdos, on a de la discard, on a des anti-bêtes, des blasts, on peut faire des trucs très sympas. Mais t'as vu qu'il y a des petits Rakdos agressifs qui peuvent se jouer assez facilement, là, avec toutes ces petites cartes. Flubs the Fool, c'est un petit peu un call. Je pense pas qu'on arrive à créer un build tout de suite satisfaisant, mais il y a un potentiel de dingue. Pour Témur, déjà c'est des couleurs sympas qu'on voit très peu en Duel Commander. On a une 0,5 qui est grenouille et éclaireur, même si on s'en fout un peu. On peut jouer un land additionnel pendant chacun de nos tours. Pas mal, vous allez dire. Attendez, quand on joue un land, donc on caste un spell, on pioche une carte si on n'a pas de carte en main. Sinon, on se défausse d'une carte. Alors évidemment, ce Flubs, on ne cherche pas à faire tour 1, Elf, Flubs tour 2, parce que sinon, le temps qu'on se défausse de notre main pour plus profiter, il va être géré, on aura juste perdu des cartes. Donc on cherche à jouer Flubs quand on n'a plus qu'une carte en main. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on joue Flubs, on joue notre land par exemple, qui est notre dernière carte en main, on repioche. Si c'est un autre land,
on peut le rejouer grâce à sa capacité à repiocher une carte, sinon on peut jouer la carte, piocher autre chose. Et du coup, il va y avoir un truc il faut réussir à jouer plein de trucs, notamment pendant le tour de l'adversaire, si possible, pour éviter d'avoir trop de cartes en main qui s'accumulent. On évite de jouer trop de piocheurs typiquement. C'est 0,5, donc contre aggro, c'est très bien, c'est un bloqueur de fou. Donc si jamais on est dans la merde, on peut le jouer juste au tour 3 pour bloquer contre aggro. Sinon, on va plutôt le garder pour faire de la value en late game. Ça donne accès à des couleurs intéressantes. On peut faire un peu tout avec ça. Bon, on peut pas trop gérer les bêtes de façon précise, nette, sans bavure, mais on peut gérer les sorts. On a des blasts, on a peut-être un peu de rampe, on a des payoffs sympas. Moi je dis Plubs, faut essayer. Faut essayer, faut voir ce que ça donne. Et dernière carte, oh là là, Sultai que j'ai gardé pour la fin, quel plaisir. Glarb, l'augure de calamité. J'ai pu la tester un peu en AP, donc j'ai pu voir un peu ce que ça donnait en game, et c'était délicieux. Pour 3 en Sultai, on a une 2-4 contact mortel, grenouille, sorcier et noble, des bons types, enfin surtout le sorcier. On peut regarder la carte du dessus de notre deck à n'importe quel moment, et on peut jouer des terrains et lancer des sorts avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4 depuis le dessus de notre bibliothèque. Ça fait plaisir. On peut également l'engager pour surveiller 2, donc ça nous permet d'aller chercher un spell ou un land à jouer depuis le dessus directement. Pour 3, 2, 4 Death Touch, c'est déjà des stats qui sont sympas. Ça nous donne un petit peu d'infos avec le côté regarder la carte du dessus. Et ensuite, il y a très peu de chances qu'on ne lande pas les tours suivants parce que entre la carte qu'on voit, puis surveiller 2, donc on vire 2 cartes, puis on voit la troisième, c'est assez simple d'aller chercher un land, en tout cas si vous en avez suffisamment dans votre pack. Donc c'est un drop 3 qui bloque bien, qui vous permet de faire de la sélection, qui remplit votre cimetière. Surveiller, je le disais tout à l'heure, c'est mieux que Scry. Donc ça, c'est cool. Je trouve ça, moi, personnellement, mieux que Scry. Et en plus, on peut l'accélérer, puisqu'on a du vert dans le coup. On peut faire tour 1 elfe, tour 2 Glarb. Ce qu'on n'a pas forcément envie de faire dans un Léovold, parce que c'est un deck qui joue plutôt contrôle, pour essayer de faire des effets will et défausser la main adverse, alors que nous, on repioche des cartes. Là, avec ce Glarb, on fait pas du tout ça. On a un bon body qui tient le board, 2-4 Death Touch. Vraiment, pour n'importe quel deck, c'est chiant. Bon, contrôle, il s'en fout un petit peu, mais voilà, contrôle, il s'en fout des créatures en général. Donc ça c'est cool, ça nous fait de la value. Ça par contre contrôle il s'en fout pas. Il a pas trop envie qu'on lande plus que lui parce qu'on va forcément lander tous les tours grâce à notre Glarb alors que lui il va peut-être être coincé à un moment donné. Et jouer des cartes du dessus. Les CCM 4 ou plus on n'a pas envie d'en jouer énormément en Duel Commander donc ça c'est un petit effet qui se coule. Par contre on peut s'amuser peut-être à jouer des spells qui coûtent 4 ou plus mais qui se jouent pour moins cher. Typiquement des effets comme le 5-4, vous voyez, qui peut se défausser pour 2 mana pour faire un effet anti-bête. Et ben ça, c'est ce genre de carte qui est peut-être un peu sympa dans des builds de Glarb, parce qu'au-dessus du deck, il se joue directement grâce à Glarb, et si on le pioche, on peut le jouer pour moins cher. Donc on n'est pas coincé avec des cartes qui coûtent très cher. Ou des cartes qui ont un coût réduit. Par exemple, s'il coûte 5 mana, mais ça coûte 1 de moins pour chaque machin qu'on fait, chaque carte qu'on a pioché, chaque land qu'on a joué, on s'en fout, et ben le CCM va être quand même de 5. Sauf que vous allez pouvoir le jouer pour moins cher. Mais comme le CCM est de 5, ça compte pour l'effet de Glarb et vous pouvez le jouer. Donc c'est très bien. Ça, c'est une bonne carte dans un deck. Je ne sais pas si en commandant ça arrivera à se faire une place, mais la propale est intéressante, la propale est nouvelle. On peut faire Elf dans Glarb qui tient bien. En plus, ça répond bien à Slimfoot puisqu'il est 3-3 lui, le Slimfoot, donc on le bloque bien et on le tue. Bon, même s'il a bien envie qu'on le tue son Slimfoot pour réanimer des trucs, mais on joue à côté du noir et du bleu, donc on peut aussi se dépatouiller de ce qu'il peut faire potentiellement. Donc ouais, intéressant, un build midrange, j'aimerais bien tester un pack avec ça, avec ce Glarb, voir ce que ça donne. Peut-être que je me laisserai tenter dans l'été d'essayer de build un truc comme ça, ou si quelqu'un a une liste, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Fin de cette review, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, évidemment réseaux sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.